Bienvenue fidèles téléspectateurs à ce direct spécial Grand Plateau consacré certainement à cette question qui fait couler encre et salive, la question sur Augustin Matata Ponyo. Vous le savez très bien, il a été interdit de pouvoir voyager à Lubumbashi pour enterrer sa sœur biologique. Nous allons en parler avec Dieudonné Mouchagaloucha de la société civile. Bienvenue. Merci beaucoup. Et voilà, Manix Iyenda, volontaire de la République. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Arlette Odia. Bienvenue, madame. Merci. Claudel Chikambanawe, bienvenue. Merci. Dans une coprésentation de Floride Tantoto. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Dieudonné Mouchagaloucha. Augustin Matata Ponyo a écrit au président de la République, Félix Tshisekedi, pour certainement dénoncer des graves violations de ce droit fondamental. Et c'est les signes d'essoufflement d'Augustin Matata Ponyo. Cette fois-ci, il s'adresse auprès du chef de l'État. Non, est-ce que essoufflement, je ne pense pas, mais c'est un signe de responsabilité, mais aussi de réclamation des droits. Vous savez que généralement, les droits s'arrachent, on ne les donne pas gratuitement pour des régimes ou pour des systèmes qui font des violations des droits de l'homme. Mais avant cela, il faut parler, je crois, sur la personne de Matata Ponyo par rapport à cette situation-là. Il vous souviendra qu'à un moment donné, il avait des problèmes avec la justice, avec la Cour constitutionnelle, mais il a quitté l'extérieur du pays parce qu'il fait confiance à la justice et il est venu affronter les problèmes directement alors qu'il avait la possibilité de rester à l'extérieur ou d'aller ailleurs. Mais étant donné qu'il a la confiance aux institutions du pays, il a préféré venir et affronter ces problèmes vis-à-vis de ce qu'on lui reprochait. Et les résultats, l'histoire, la réalité, elle est là, nous la connaissons tous. Deuxième chose, raison pour laquelle, vis-à-vis de cette violation grave des droits de l'homme, la restriction du mouvement de déplacement, c'est une violation grave non seulement des libertés, des droits de l'homme, mais des droits naturels. Les droits naturels que nous connaissons tous. L'homme qui voulait aller participer à l'enterrement de sa sœur, qu'on lui prive de ça. Donc, je ne sais pas ceux qui ont agi de cette manière, quand je parle des droits naturels, est-ce qu'ils ont réfléchi, est-ce qu'ils ont pris les cœurs humains, est-ce qu'ils ont su qu'ils sont vraiment devant une situation qui demande que chacun de nous puisse bénéficier de respect les jours où il ne sera plus en vie. Ceux qui font cela, est-ce que si on les privait des mêmes principes, des mêmes droits quand les leurs veulent aller les enterrer, quand les leurs veulent aller leur rendre les derniers hommages, est-ce qu'ils se sentiraient à l'aise? C'est un avantage qu'on lui aurait accordé ou bien c'est un droit? Non, c'est un droit. C'est un droit d'abord par rapport à la Constitution. On a le droit de circuler, on a le droit de partir et surtout que, à ma connaissance, j'espère que peut-être vous allez me le dire sur ce plateau, je ne pense pas qu'on lui avait notifié de ne pas quitter le pays pour dire que non, il s'est déplacé sans autorisation et qu'il devait demander l'autorisation. Je vais dans l'extrême des cas. Deuxième chose, je ne pense pas qu'il y a un jugement qui pèse sur lui où on demande qu'il ne peut pas se déplacer et surtout à l'intérieur du pays. Troisième élément, je ne pense pas que c'est quelqu'un qu'on peut suspecter qu'il peut fuir la justice. J'ai commencé par ça. Au cas où, je vais même au conditionnel, au cas où il y aurait des problèmes avec la justice, il a prouvé à suffisance qu'il ne peut pas fuir le pays parce que lui-même est venu affronter les problèmes de la justice qu'il avait. Et donc, au regard de ces trois éléments, nous pouvons dire vraiment que c'est grave et que si on doit faire ça à un sénateur en fonction ou à un sénateur ayant mandat, mais également à un ancien Premier ministre, le pays est en train d'aller dans une dérive qu'on considère, nous, en matière de droits de l'homme et dans la société civile, une dérive dictatoriale. Les signes d'une dérive dictatoriale ou d'un régime qui veut aller à la dictature se manifestent par la restriction des mouvements des mouvements de liberté, de circulation, de libre circulation. Ça se manifeste par l'étouffement de la parole, c'est-à-dire la restriction également de permettre aux gens de ne pas s'exprimer. Mais également, il y a cette question de ne pas avoir un esprit de faire la cohésion nationale où on dit que non, c'est moi qui décide, c'est nous qui voulons faire ça parce que la conséquence de cette action, disons-le en toute sincérité, Matata Ponyo n'est pas n'importe quel citoyen dans ce pays. On peut dire tous nous sommes égaux devant la loi, mais il a assumé la fonction du Premier ministre. Il a un certain nombre de gens qui croient en lui et il est encore en train de jouir de ses immunités, même si on ne veut pas les lui remettre. Jusqu'à présent, c'est donc personnellement, comme acteur de la société civile, je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a aucun jugement qui pèse sur lui, il n'y a aucune interdiction qui pèse sur lui, mais on lui prive de ses immunités. Ça veut dire concrètement que
ce n'est plus la justice qui décide, mais il y a il y a des non-dits politiques. Et les non-dits politiques, là, il faut les chercher soit au niveau des services de renseignement, ou bien au niveau du Sénat, ou ailleurs. Puisque je ne pense pas quand même que le président de la République, qui fait de son cheval de bataille l'état des droits, il puisse permettre que des choses pareilles se passent au niveau au pays et que ça soit traité au niveau des citoyens qui sont des modèles. Je m'excuse de le dire. Matata, par rapport à la justice, c'est un modèle. Il a accepté d'affronter, contrairement aux autres qui, quand ils ont des problèmes, la tendance c'est de fuir, c'est d'aller à l'extérieur, c'est de chercher l'exil. Mais lui a accepté d'affronter. Donc, je pense que cette action-là, il faut vraiment qu'on puisse réfléchir, la dénoncer et que les chefs de l'État puissent agir le plus tôt. Surtout que dans sa campagne électorale, je ne sais jamais de le rappeler, il avait dit que les histoires de ANR, les histoires d'autres services non formels doivent cesser. Mais quand on voit ce qui se passe et qu'on vienne priver quelqu'un du mouvement de se déplacer à l'intérieur du pays, contrairement à ce qui est dit dans la Constitution, je pense que c'est grave. Monsieur Manix Yenda, ces atteintes aux droits fondamentaux d'un paisible citoyen assombrissent l'image de l'état de droit. Effectivement, Jean-David Kilolo, permettez-moi quand même de placer un accent de précision par rapport à mon engagement et ma responsabilité politique. Vous m'avez présenté comme le président national du mouvement politique qu'on appelle le volontaire de la République. C'est parce que j'ai dit non à cette forme de politique de procuration. C'est parce que je dis non à cette forme de politique de toujours s'emporter au gré de vague des partis politiques. Je dois assumer ma responsabilité en tant qu'acteur politique au regard des réalités socio-politiques de notre pays. Au sujet de Matata, j'ai par moments des larmes aux yeux lorsque je me rends compte que la République se transforme à une sorte de République cannibale qui bouffe ses enfants. Quelle est cette République qui ne rend jamais hommage à ses champions? Quelle est cette République qui ne reconnaît pas les mérites de ses citoyens, de ses dignes fils? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, Matata fait partie justement de ces Congolais de qualité. Le Congolais de qualité que j'ai toujours défendu. Et moi, je l'ai toujours dit, tout en étant membre de l'Union sacrée de la nation, j'ai toujours dit au président de la République que le Congo que nous voulons bâtir, un peu à la logique de notre hymne national qui nous recommande de bâtir un pays plus beau qu'avant, c'est un Congo qui sera construit par de champions, par de Congolais de l'excellence, le Congolais de qualité. Et les Congolais de qualité, ce sont ceux-là qui apportent des solutions aux problèmes de Congolais. Et aujourd'hui, lorsque on regarde la trajectoire historique, le parcours de M. Matata, on se rend compte que le peuple congolais garde encore de souvenirs aussi palpables en termes d'actions concrètes. Et donc, au-delà du fait que M. Matata soit un ancien Premier ministre qui sous-entend un respect à l'égard de son statut, et cela sera aussi un respect pour la République, au-delà du fait que M. Matata soit un sénateur porteur d'un mandat national, ce qui voudrait dire qu'il représente le peuple et aujourd'hui restreindre le droit constitutionnellement garanti, c'est carrément jeter un discrédit sur le peuple congolais. C'est garanti par la Constitution. Non mais écoutez, on parle de l'état de droit, oui, mon frère. Et l'état de droit veut dire aussi le respect de droits et libertés fondamentaux des citoyens. L'état de droit veut dire aussi le respect de droits de circulation de tout Congolais. L'état de droit veut dire aussi le respect scrupuleux de la teneur, de la disposition de l'article 16 de notre Constitution qui parle de la sacralité de la vie humaine. L'état de droit, c'est aussi le principe de Montesquieu, la séparation de pouvoir. Donc parce qu'il y a eu une décision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes par exemple prisonnier et que vous êtes sérieusement malade, vous devez sortir d'une prison pour aller vous faire soigner. Non mais c'est de ça que je parle. Et ça, c'est quand même ridicule. Je voudrais qu'on ne transforme pas le Congo en une république cannibale, une république qui bouffe ses enfants, qui bouffe ses champions. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas que le président de la République, autant pour notre camp politique, l'Union sacrée de la nation, on gagnera tout en victimisant Matata Ponyo. Je ne pense pas que le problème du Congo sera résolu tout en mettant Matata dans le viseur
politique. Si autrefois on a défini la politique, parce que généralement le politique disent que la politique prime surtout, et moi je me suis battu dans ce combat que je considère comme un combat sacré, de transformer le paradigme, parce que moi je conçois la politique comme cette forme de prioriser le peuple. Nous appelons notre peuple le souverain primaire, et donc si autrefois la politique primait surtout, aujourd'hui nous devons dire que c'est le peuple qui prime surtout, et le peuple c'est le vœu de la Constitution. Le peuple c'est la décision des instances judiciaires, et aujourd'hui marcher à contre-vent des décisions déjà rendues, cela veut tout simplement dire on veut faire de notre pays une république cannibale. Moi je suivais plutôt le tweet de Madame Arlette Odia, où vous avez exprimé votre désarroi, votre déception par rapport à ce qui est arrivé à l'aéroport. Quelle est votre réaction? Oui, mais c'est une tristesse, parce que les Congos que nous voulons, c'est ce Congo assagi, c'est ce Congo grand dans lequel les respects de droits fondamentaux des citoyens est de mise, mais il s'est fait constater malheureusement aujourd'hui Matata, hier un peu plus d'autres compatriotes qui ne peuvent pas jouir de leurs droits et d'autres à qui on les prive au moment où on peut les leur accorder. C'est le cas pour Matata Ponyo. Ces dossiers, je pense qu'il a touché un grand nombre de Congolais, même ceux qui n'ont jamais été d'accord avec lui, parce qu'il y en a qui à un certain moment avaient pensé que l'annonce du décès de la sœur de Matata Ponyo serait un alibi, tout simplement, pour que le sénateur Matata se déplace, mais des jours après, on a vu, je vais dire même le même jour ou les jours suivants, nous avons tous vu les obsèques de Madame Matata, la jeune sœur du sénateur, être organisées à Lubumbashi. Tout de suite après, même ceux qui n'ont jamais été d'accord avec Matata Ponyo se sont sentis touchés dans leur amour propre. C'est ce qui pourrait arriver, peut-être un cas de décès, là ce serait l'irréparable. Il y a des compatriotes qui sont dans les prisons de la République, soit parce qu'ils sont tout simplement innocents et que leur dossier n'a jamais été traité. Il y en a qui sont là alors qu'ils n'ont jamais été condamnés et qui peuvent bien bénéficier de la liberté provisoire, de la liberté, de la libération conditionnelle. Est-ce qu'on attend que l'irréparable arrive? On attend que ces gens-là, l'une d'entre elles meure pour que l'on sache qu'il est temps que les droits des compatriotes soient respectés. C'est ce qui a justifié mon regret. Si bien que j'appelle les dirigeants, notamment l'administration judiciaire, d'être le porte-étendard de la voix des Congolais. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est des moments où les magistrats, les officiers de police judiciaire sont bien disposés à faire bénéficier de compatriotes de leurs droits, mais qui souffrent malheureusement d'une influence d'ordre politique. C'est ainsi que je dis que ceux de l'administration d'interférence politique, c'est ainsi que je dis, les acteurs de l'administration judiciaire doivent être prêts et disposés à chaque fois défendre les citoyens face à l'ingérence politique. Dire que mais là, on sera en train de faire fausse route. Parce qu'un innocent, on ne le fait pas souffrir. Nous sommes, la RDC, un État foncièrement croyant et majoritairement chrétien. Ces valeurs chrétiennes nous imposent de toujours aider une victime de rentrer dans ses droits, de ne pas dormir tranquille lorsqu'il y a un innocent qui croupit en prison, de ne pas dormir tranquille lorsqu'il y a un père de famille qui, à cause des convictions politiques, se retrouve en prison et demande sa liberté. C'est là l'inquiétude ou le combat de ces deux. Qui est en train de mener ces enquêtes. Voilà pourquoi la justice n'a pas voulu que Matata puisse se déplacer. Non, on ne peut pas comprendre cela. Monsieur Moussa Gaboussa vous a dit ici qu'il n'y a aucune information qui a été portée à l'opinion faisant état, par exemple, d'une interdiction faite à l'honorable Matata Ponyo de se déplacer. C'est de l'arbitraire donc. Là, ça serait autre chose. On pourrait encore discuter parce que même à la CPI, il a été accordé à certains prisonniers de se déplacer pour les obsèques de leurs proches, notamment. On a vu Jean Blé Goudé se déplacer pour les obsèques de son père. On a vu tant d'autres au niveau Jean-Pierre Bemba qui s'est aussi déplacé. Pourquoi pas Lambert chez Mende nous, aussi.
Voilà, Et par quand, exemple... quand la CPI le fait à l'égard de Jean-Pierre Bemba, c'est un avantage qu'on lui accorde, ou bien quand ils le font, c'est parce que c'est écrit, c'est le droit. C'est tout simplement le droit. Et un droit, ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. L'État a la responsabilité de garantir à ses citoyens l'effectivité de leurs droits. Maintenant, nous sommes dans cette hypothèse où il n'en est même pas le cas. Il n'y a pas de restrictions faites au sénateur Matata. Pourquoi l'avoir interdit de pleurer? Ici, il s'agit de pleurer sa sœur. Cette inquiétude, nous, CEDUC, nous la portons et nous interpellons l'autorité, d'abord judiciaire, parce que je parlais de l'autorité judiciaire. Maintenant, s'agissant de l'autorité politique, parce qu'à notre niveau, nous avons pensé que cette situation peut s'analyser sur des volets. Le volet politique et le volet judiciaire ou juridique dont je venais de parler, notamment s'agissant du respect des droits des citoyens. Maintenant, du point de vue politique, l'impression que nous avons, c'est que le sénateur Matata a dû ouvrir la brèche. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous avez servi la nation, surtout à ce niveau de responsabilité, un ancien Premier ministre, vous ne quittez pas votre famille politique pour aller nulle part. Et vous ne quittez pas votre famille politique à n'importe quel moment. Mais qu'est-ce qu'on a vécu avec les sénateurs Matata? C'est que c'est vrai qu'il en a le droit de dire qu'il n'est plus membre du FCC, qu'il n'est plus membre du PPRD par exemple, de créer sa structure, de créer sa famille politique. Mais voilà les conséquences qui arrivent. Quand vous décidez comme ça de lâcher quelqu'un comme un ancien président de la République, sur qui vous, visiblement, on sait comprendre qu'il y a des cabales montées contre lui pour l'avoir dans les filets, notamment avec les dossiers hold-up, les dossiers Panama Perpers. Il y a beaucoup tant de dossiers. Et vous entendez dans la bouche, notamment de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, dire que quelqu'un comme Joseph Kabila devrait se retrouver en prison, devrait se retrouver à la CPI, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a peut-être une muraille qui empêche d'atteindre cette personne. Et quand vous vous détachez de lui, eh ben, tous ses ennemis vous envahissent. Il fallait que Matata reste avec Kabila, c'est ça? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas aujourd'hui... peut-être aller à l'Union sacrée. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne sont plus avec Joseph Kabila, qui ne sont plus au FCC, mais qui n'ont jamais annoncé avec pompe qu'ils étaient partis. Ça, c'est d'une part. Donc, il aurait fallu qu'ils se taisent. Et d'autre part, soit qu'il se taisa en constituant petit à petit sa formation politique, soit alors qu'il quitte d'un bord politique vers un autre. Mais lui ne veut pas se lancer en politique, il veut juste faire peut-être ses affaires. Mais non, en n'étant la pas grande politique. Difficulté, oui, je pense qu'il en a le droit. Et je salue même cet engagement. La grande difficulté est que l'état de droit dans notre pays ne s'est pas encore fortement consolidé. La conséquence, c'est qu'il y a maintenant des individus, très visiblement, qui lui en veulent et qui se battent pour l'atteindre. On y revient, madame. Monsieur Tshikamba, Matata Ponyo ne serait-il pas prisonnier d'un camp politique pour une cause inavouée? Merci beaucoup pour l'invitation. Prisonnier d'un camp politique pour une cause inavouée, je ne saurais le dire parce que nous entendons, c'est vrai que dans les supputations, que Matata aurait des ambitions pour une présidentielle de 2023 et que c'est pour cela qu'on lui ferait beaucoup de misère. Mais moi, je ne voudrais pas me lancer dans les supputations, je voudrais beaucoup plus m'atteler sur ce qui intéresse ceux qui nous suivent en ce moment, c'est le côté judiciaire de l'affaire. C'est ce qui m'intéresse. Je voudrais d'abord féliciter le président de la République pour le fait que dans l'ancien temps, un gouverneur pouvait être rétabli ou bien réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais retenu à Kinshasa tout simplement. On se souvient du gouverneur de feu Jean-Claude Kazembe Moussonda qui avait été réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais qui n'est jamais rentré chez lui au Katanga parce que... Pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Oui. Mais on a vu Théo Ngouabidje réhabilité par la Cour constitutionnelle le 8 février dernier. Il est rentré. Et donc, on sent que le président de la République est engagé pour l'état de droit. Eh bien, j'en suis fort aise. Le sénateur Matata Ponyo fait usage justement des moyens que lui procure la Constitution de la République. L'article 27 de la Constitution donne à tout citoyen le pouvoir d'adresser une pétition, n'est-ce pas, à l'autorité publique qui est tenue d'y répondre dans 3 mois sur un sujet quelconque. Et donc, Matata a écrit au président de la République pour lui faire comprendre le dossier qui est le sien. Quel dossier? Parce qu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent
Il y a des gens qui pensent qu'il y a des poursuites qui sont là et que Matata pourrait s'échapper. Non. La question que nous avons devant nous, c'est qu'il y a eu un premier dossier dans lequel la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente et qui a rendu un arrêt. Donc, c'est le dossier Boukangalonzo sur lequel la justice, donc la Cour constitutionnelle, ne peut plus revenir à moins qu'une autre juridiction pourrait s'en saisir. Le deuxième dossier en rapport avec la zaïrianisation, où on pense que Matata Ponyo aurait monté des dossiers pour dédommager des héritiers de ceux qui avaient été à l'époque escroqués, au mieux dépossédés par l'ancienne République du Zaïre. Dans ce dossier, le procureur a interrogé Matata Ponyo, le procureur a usé de tous les moyens de la République, notamment de la résidence surveillée. Et puis en fin de compte, le procureur n'a plus poursuivi. Donc on a levé la résidence surveillée. Et puis finalement, le silence. Et le sénateur Matata dit qu'on lui aurait dit verbalement qu'il y a eu un classement sans suite. En fait, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? C'est depuis le mois de juillet quand même qu'il faut qu'on se pose cette question. C'est qu'aujourd'hui, ce soir, je crois qu'il revient maintenant à son excellence, monsieur le président de la République, d'interpeller en tant que magistrat suprême le procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, vous avez un dossier d'un compatriote, vous traitez le dossier, et in fine, vous sentez que vous ne voulez plus poursuivre, mais il faut clôturer le dossier. C'est-à-dire, si ces avocats, dans la pratique de tous les confrères avocats, ils le savent, on adresse une correspondance au procureur, on lui demande qu'il donne une suite réservée au dossier, et le procureur vous répond, voilà, le dossier, votre client a été classé, soit pour inopportunité de poursuite, soit pour insuffisance de preuves, soit on ne retrouve plus la personne qui est pourchassée, bien qui est poursuivie pour l'infraction. Et donc, ce sont des éléments, bien soit pour des raisons d'équité, ce sont des éléments qui, en droit, fondent le classement sans suite. Mais en aucun cas, et dans le cas du sénateur Matata, depuis juillet, le procureur ne peut se taire. C'est-à-dire qu'il a un dossier par devant lui, il ne dit pas si le dossier, il l'a clôturé, il ne dit pas non plus s'il a classé le dossier sans suite, et il n'envoie pas non plus le dossier en fixation. Parce que le procureur, si à son niveau, il classe le dossier sans suite, soit, parce qu'il classe le dossier sans suite, ça veut dire qu'il n'y a plus de poursuite. Si le dossier, il pense qu'il a suffisamment d'éléments, il l'envoie en fixation devant la Cour constitutionnelle comme il l'a fait pour les dossiers de Boukangalonzo. Mais ici, dans le cas que nous avons devant nous, et c'est là où son excellence, monsieur le président de la République, qui prêche et qui fonde son combat sur l'état de droit, doit marteler dessus et doit interpeller le procureur général de la République, le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il doit nous dire, le dossier de Matata Ponyo est à quel niveau exactement? L'avez-vous clôturé ou pas? Parce que le dossier, aujourd'hui, M. Matata ne sait plus se déplacer. C'est une violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 30 de la Constitution congolaise qui fonde le droit pour tout Congolais à pouvoir se déplacer librement, à pouvoir fixer sa résidence partout où il veut. Et donc ce soir, je pense que le débat essentiel pour nous qui défendons toujours le président de la République, pour nous qui pensons que Tshisekedi a bien fait de porter son combat sur l'état des droits, un état dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes règles, nous pensons qu'ici, il y a un vrai test pour l'état des droits. Alors dans ce cas, ce qui est arrivé à l'aéroport est un vrai coup à cette lutte. Dans les cas, qu'est-ce qui se passe? L'établissement du droit mais le sénateur Matata lui-même l'explique, il dit qu'il y a un agent de la DGM qui est venu lui parler verbalement pour dire, bon monsieur, tu ne voyages pas. Que la décision vient d'en haut. La décision vient d'en haut. Donc tu ne voyages pas. En haut, c'est qui? Tu rentres chez toi. Il ne dit pas ça vient de qui, mais il dit la décision vient d'en haut. Mais ici, je disais qu'il y a plus à gagner. On envoie l'image. Parce qu'en fait, nous avons aussi une image, je vous ai parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fonde la création même de l'ONU. N'est-ce pas? Et qui fonde tout l'arsenal juridique congolais, parce que notre arsenal juridique, vous savez que les traités et autres accords internationaux ont une certaine suprématie sur nos lois internes. Et donc, si nous voulons être respectés au niveau international, non seulement pour M. Matata, mais aussi pour tout Congolais, parce que moi je ne fais pas de distinction qu'on ait exercé des fonctions ou pas, pour tout Congolais, même pour un bébé, il faut respecter les droits et libertés fondamentaux, et d'autant plus qu'on n'en a pas encore suffisamment parlé, les droits et libertés fondamentaux, aucune révision constitutionnelle n'est possible
pour la réduction. C'est-à-dire on ne peut pas faire une révision constitutionnelle pour dire on va réduire les droits et libertés fondamentales, les droits et libertés fondamentaux de telle donc de la population ou bien des citoyens congolais. Et donc dans les cas sous examen, il est très important pour nous de savoir qu'ici se jouent les droits et libertés de tout un chacun. Il n'y a pas longtemps, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a écrit encore une correspondance dans le sens de réclamer le respect des droits et du même droit fondé par l'article 30 de la Constitution, à savoir le droit de circuler. Et donc je voulais me résumer en disant ceci, que monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui nous suit en ce moment certainement, bien qui nous suivra, bien qui aura les échos de cette émission, doit comprendre que c'est un test aussi pour lui. Parce que les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. Vous avez un dossier d'un citoyen par devers vous, il faut nous dire le dossier est à quel niveau. Si vous avez clôturé le dossier et vous avez assez de preuves, il faut envoyer le dossier en fixation devant la juridiction attenante à votre charge. Eh bien, si vous n'avez pas suffisamment de preuves, il faut clôturer le dossier. Mais le dossier reste dans le vide. Alors, nous sommes en train de parler. Monsieur Dieudonné, vous avez le cas d'un procureur près la Cour constitutionnelle à qui vous adressez plusieurs correspondances sans réponse. Oui. Sans réponse. Vous êtes de droits de l'homme. Que faire? Effectivement, bon, que faire? Il faut toujours continuer à réclamer. J'ai dit en prélude ou en introduisant ma prise de parole que les droits se réclament. On ne peut pas laisser parce que généralement, ceux qui tiennent la commande, ceux qui ont les manettes du pouvoir, généralement, ils n'aiment pas, ils utilisent autant de mécanismes pour pouvoir freindre les droits et pouvoir les étouffer. Raison pour laquelle il faut toujours le faire. Nous, au niveau de la société civile, les gens savent très bien. J'écris et je ne cesse jamais de le dire haut et fort. Heureusement que moi, je suis toujours rationnel, je reste dans les faits. J'évite d'aller dans ce qui est émotionnel. Donc, si le procureur ne veut pas répondre, il faut toujours continuer à dire, il faut toujours continuer à dénoncer, il faut toujours continuer à le persuader, comme vient de dire Claudel Chikamba ici, qu'il faut effectivement pouvoir réclamer, le mettre devant la responsabilité. Et les cas sous examen, les cas que nous sommes en train de discuter pour le moment, je crois que c'est une preuve éloquente de ce que nous sommes en train de dénoncer, ce que nous sommes en train de dire. Et il faut le voir sous trois angles, comme nous l'avons dit. D'abord, c'est illégal. Illégal parce qu'il n'y a aucun soubassement. Je l'ai dit et j'insiste très bien, Floride. C'est illégal, il n'y a aucun soubassement qui empêche au Premier ministre de se déplacer. Il n'y a aucun jugement qui pèse sur lui. Il n'y a aucune restriction qui est sur lui. Donc ça, c'est déjà illégal. Et si on avait ces trois éléments, on allait dire ça serait autre chose. Et quand c'est illégal, ça devait donc de l'arbitraire, ça devait donc de la jungle. Donc nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes maintenant dans la jungle où les gens doivent décider et qu'un agent de la DGM vienne sans un document pour dire monsieur le Premier ministre honoraire ou honorable sénateur, vous ne pouvez pas voyager. Ça dénote de tout sens. Et c'est là où je vais rejoindre mon frère Claudel, que j'apprécie beaucoup dans son argumentaire. Quelle image on est en train d'envoyer par rapport aux autres mécanismes de droits de l'homme, notamment d'autres organisations régionales ou autres. Et malheureusement, on fait cet incident au moment où le secrétaire général des Nations Unies adjoint est au pays. On fait cet incident au moment où il y a la RDC à haute démarque qui est le président turc qui est au pays. Quelle est l'image qu'on est en train de donner? C'est-à-dire, c'est une régression terrible en termes de l'amélioration de l'image, en termes d'élever la RDC dans les concerts des nations qui sont modèles. C'est en train de nous ramener dans les États, entre guillemets, voyous. Puisque quand un État ne respecte plus les droits de l'homme, quand un État commence à violer lui-même les droits garantis par chaque citoyen, ça devient un État voyou. Est-ce que nous avons besoin de cette image? Est-ce que la RDC a besoin d'être perçue comme ça à l'extérieur au règne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je ne pense pas. Mais également un deuxième élément. Il s'agit d'un élément d'éthique. Nous l'avons dit ici. Nous avons dit que c'est une violation des droits, mais les droits qu'on ne peut pas dire ici, c'est ce qu'on appelle les droits naturels, qui est un droit supra sur tous les autres droits, c'est-à-dire la vie elle-même. Si on refuse à quelqu'un d'aller rendre les hommages à sa sœur, on est en train de nier la nature de l'homme congolais, voilà. C'est ça la violation du droit naturel. C'est-à-dire on n'est plus des Bantous. Les derniers hommages qu'il faut donner à quelqu'un, chacun de nous les méritera au dernier jour où nous ne serons plus en vie. Chacun de nous a droit de les faire à ceux qui lui sont propres. Si on les faisait à ceux qui ont empêché cela, est-ce que ce serait bon? Il y a certains que nous connaissons qui ont perdu des êtres chers à l'étranger, mais on fait venir des corps pour les hommages et on les fait avec
quel est l'essence qu'on est en train de donner finalement à la vie en tant que Bantou dans notre pays? Ça, c'est sur le plan de l'éthique. L'autre élément qui est très dangereux, mes frères et sœurs, si on va dans ce système ou avec le régime actuel à faire des règlements de comptes ou à poursuivre les gens, on est en train de tuer la République prochainement. C'est-à-dire ceux qui viendront risqueront aussi de se venger contre les autres. Et c'est pourquoi nous, de la société civile, nous avons toujours eu l'occasion, quand vous nous permettez de l'avoir, et je vous remercie pour cette occasion, de pouvoir alerter sur ces dangers-là. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ce qui est certain, vivant ou mort, que je sois en vie ou pas, mais ils finiront par quitter le pouvoir. Si on commence maintenant à régler des comptes à eux, ils sont en train de préparer leur propre calvaire. Est-ce qu'ils se rendent compte de tout ça? Et donc, en commençant à régler des comptes sur des personnes qui ont servi dans les régimes passés, ils sont en train d'imprimer un autre modèle sur les régimes qui vont les succéder. Et ça, c'est grave. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous alertons sur ces dangers-là, puisque nous n'aimerions pas que demain... Il est vrai que j'aimerais que le président Félix puisse avoir un deuxième mandat puisque c'est constitutionnel. Mais avec ce qui est en train de se passer, on est en train de jeter un discrédit sur sa présidence. On est en train de mettre à mal tout ce qu'il a comme créneau. Et personne avec ce que nous sommes en train de vivre. Les cas sont légion. Quand j'avais parlé des traitements mauvais qu'on avait fait à Kabound, comment est-ce qu'on a fait cette expédition punitive alors qu'on avait la possibilité avec certains instruments juridiques, avec les mécanismes que nous avons. Vous avez condamné aussi ça? J'avais condamné fermement ça. On ne peut pas traiter Kabound, quel que soit ce qu'il avait fait, de la manière dont on l'a traité. On ne peut pas traiter les sénateurs. C'est contraire à l'état de droit. C'est contraire à l'état de droit. Et donc, contrairement à mon frère Claudel, je voudrais lui dire, si on peut traiter ça à Kabound, on le fait aujourd'hui à Matata. Nous autres, qu'est-ce que nous deviendrons? Non, mais non, raison pour laquelle mon frère... Nous sommes tous égaux. Non, raison pour laquelle mon frère... C'est bon, mais vous n'allez pas me dire, Claudel, disons la vérité, Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, président d'un parti présidentiel, et il avait des policiers avec lui. Vous, je suis sûr que quand on va sortir d'ici, peut-être nous allons prendre la moto ensemble, ou un taxi, vous n'en avez pas. Donc si on veut vous ramasser, on le fera à l'État. Alors, Amanix, permettez Floride que je puisse... Non, c'est une manière de le dire. Oui, allez-y. Permettez Floride que je puisse le dire. Donc, nous devons ensemble, nous les acteurs de la société civile, les politiques qui peuvent nous soutenir, de pouvoir lutter contre cet état de choses, parce que c'est la négation de la vie, c'est la négation de la République, c'est le recul de la démocratie, mais aussi c'est une violation grave des droits de l'homme. Vous n'avez pas condamné ça dans les communiqués. Vous n'avez pas condamné. Vous êtes une organisation de droits de l'homme. Nous sommes en train de préparer des lettres que nous allons écrire aux organisations, aux organismes internationaux sur cette question-là. Alors, Monsieur Manix, en lisant l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu récemment dans cette affaire Boukangalunzo, voici ce qui a été dit. Aucune juridiction de l'ordre judiciaire ne peut juger un ancien président et un ancien premier ministre. Ça veut dire quoi? Vous, en tant qu'homme de droit, ça veut dire quoi? Aucune juridiction de l'ordre judiciaire. Et une juridiction de l'ordre judiciaire, c'est quoi? Pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. D'abord, je voudrais saluer la dextérité intellectuelle, la qualité des réflexions de nos amis sur le plateau, surtout sur le volet judiciaire, en ce qui concerne le dossier Matata. Parce que déjà sur le plan judiciaire, nous avons déjà entendu la décision sur le déclinatoire de compétences de la Cour constitutionnelle qui a déjà tranché. Et déjà que nous savons que la décision de la Cour constitutionnelle ne peut faire l'objet d'un débat, surtout pas un débat dans une sphère aussi politique. Et c'est comme ça que moi, dans ma façon de réagir sur ce dossier, je voudrais rester le plus politique possible. J'ai entendu ici, et d'ailleurs je voudrais d'abord placer ces petits bémols, parce que c'est quand même important. Vous savez, Monsieur Floride Zontoto, la beauté d'une république repose sur le respect de principes et règles de la démocratie, sur le respect de la Constitution et de surcroît des lois de la République. Mais où nous en sommes avec cette république d'arbitrage? Il me semble que nous avons déjà coupé avec le lien d'un pays, d'un état de nature, un état de jungle où nous avions eu cette loi de talion, l'œil pour œil, dent pour dent, cette forme de politique de celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Le Congo aujourd'hui est un pays qui porte comme l'identité la République démocratique du Congo. Et donc la démocratie, autant pour le principe de la République, reste le credo le plus déterminant de notre pays. Et donc aujourd'hui,
si nous parlons de la République, nous devons rester sur le principe. Nous avons dit, et je l'ai même dit au prologue de mon intervention, que l'état de droit, c'est aussi la légalité de peine. Le nullum crimen nulla poena sine lege. L'état de droit, c'est aussi la sacralité de la vie humaine. Mais c'est qu'on voit aujourd'hui, mais semble que nous sommes dans une république, je le répète encore, une république cannibale qui bouffe ses dignes fils, parce que Matata mérite un minimum de respect. J'ai entendu ici, de par le propos de madame, que je respecte beaucoup d'ailleurs, que Matata n'aurait pas dû se prononcer sur sa posture politique. Attention, nous parlons de quoi? Nous parlons de droits constitutionnellement garantis. Le droit politique est constitutionnellement garanti. Le droit, la liberté même d'expression, la liberté d'opinion, le droit politique avec son corollaire tout à fait naturel, le droit électoral, le droit d'être éligible ou encore le droit d'aller au vote, ce sont des droits constitutionnellement garantis. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas que ça sera opportun de vouloir condamner Matata parce qu'il présente ses ambitions, par exemple, de devenir président de la République. Faudrait-il encore savoir si M. Matata l'a rendu aussi officiel? Ça, ce n'est pas une République. Aujourd'hui, on ne peut pas condamner M. Matata parce qu'il a quitté le PPRD, parce qu'il a quitté le camp de l'ancien président de la République. Et donc, je voudrais, parce que c'est quand même important, je vous ai dit au début de mon intervention, moi je reste politique. Parfait. Et donc, on doit dire de choses politiquement correctes pour que les gens qui nous suivent comprennent aussi. Je veux finir par ceci, parce que j'ai dit que ce monsieur Matata aujourd'hui est considéré comme un des paradigmes référentiels en termes de gestion de la République. Nous avons le ministère qui abrite effectivement le bâtiment laissé par les œuvres de Matata. Et voire même la Cour qui a voulu condamner Matata, je parle de la Cour constitutionnelle, les bâtiments là a été l'œuvre de M. Matata dans sa gouvernance. Vous savez, même sur le plan politique, les karmas politiques existent. C'est-à-dire, vous condamnez quelqu'un qui a tellement rendu de loyaux services à la République. On veut quoi sur la personne de Matata? On a parlé à une certaine mesure. M. Matata a volé de l'argent, il a même construit une grande université à Kindu. Attention, M. Matata a simplement fait preuve de ce que moi je considère d'une capacité managériale. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que voilà, la ville de Kindu, la province de Kindu, a aussi des potentialités auxquelles on peut se servir pour créer des circuits de développement au bénéfice de Congolais. Il s'est servi des briques adobe pour construire ces bâtiments-là. Vous savez combien coûte une brique adobe? 50 francs congolais, s'il vous plaît. Et donc, si vous faites la totalité en termes de coûts financiers de ces bâtiments, et on va se rendre compte que ce monsieur a utilisé le maigre moyen, mais avec des stratégies et une certaine capacité managériale. Et donc, aujourd'hui, il ne peut pas faire l'objet de quelqu'un sur qui l'on doit tirer. Matata mérite un minimum de respect et nous pouvons toujours le considérer comme un paradigme référentiel parce qu'au travers Matata, il y a autant d'œuvres qui continuent aujourd'hui en termes de continuité de l'État. Madame Arlette, puisqu'on a senti qu'au niveau, sur les plans judiciaires, ça semble un peu bloqué, est-ce que la solution ne serait pas politique telle que vous l'avez évoqué tantôt là? Justement, moi je pense que la solution est ou sera politique. Politique, c'est quoi? Contrairement à ce que dit M. Claudel, qui invite le président de la République à interpeller les autorités judiciaires, moi je pense que plutôt c'est l'inverse. Moi je pense que c'est plutôt aux autorités judiciaires d'avoir le courage de voir les présidents de la République et de défendre pour dire dans ces dossiers on ne sait rien faire contre la personne de Matata Ponyo. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Parce qu'il est venu de votre propre bouche le fait qu'il a été dit à Matata Ponyo que tu ne voyages pas parce que les instructions viennent d'en haut. Ce n'est pas seulement à Matata que cela a été dit. C'est dans beaucoup de dossiers judiciaires. Je ne veux pas dire ce que vous venez de dire, mais je réfléchis à haute voix. Je vous reconnais le droit de penser qui vous voulez à cette place-là, mais laissez-moi évoluer avec ma réflexion. Allez-y. Je vous fais entendre que autant vous avez répété ici qu'à Matata Ponyo, il a été dit que les instructions sont venues d'en haut, il y a dans plusieurs autres dossiers où vous êtes face à un magistrat qui
avec vous, constate que les faits ne peuvent pas justifier une condamnation ou même une arrestation, mais qui dit tout bonnement, mais en tout cas en dehors des caméras, Qui vous dit que c'est venu d'en haut aussi. les instructions sont venues d'en haut. Vous avez un exemple palpable, celui du cas de Matata Ponyo. Moi, je vous le dis en tant qu'une activiste dans la société civile, Oui. que les dénonciations viennent de plusieurs citoyens congolais dans ces cas-là. Et quand on parle d'en haut, il faut quand même être naïf pour dire que c'est en haut, ce sont les autorités judiciaires. Non du tout. Quand on parle d'en haut, c'est toujours et à tout point de vue des autorités politiques. Nous faisons notre travail. Ça peut être le ici. directeur de la DGM. C'est dans une certaine mesure une autorité politique. Et si c'est le directeur de la Depuis quand DGM, le directeur il de la a DGM eu une devient une instruction. autorité S'il vous plaît, moi je S'il pense vous plaît, que s'il vous c'est plaît. pas un débat contradictoire. Nous sommes tous en train d'analyser pour l'intérêt de la science, l'intérêt de tout ce qui va avec. Alors, quand vous me dites par exemple que c'est le directeur général de la migration, ben, étant une fonction hautement politique, il doit, si on doit aller dans cet exemple-là, avoir lui aussi eu des instructions d'ordre politique. Et c'est ainsi que je pense que la démarche de M. Matata Ponyo, celle de saisir directement le président de la République, elle est salutaire et nous voulons que cette fois-là, qu'il y ait une réponse à sa préoccupation, à sa lettre, une réponse négative ou positive. Au moins, cette lettre-là doit être répondue. Je voudrais aussi revenir aussi sur ce qu'a dit les autres sur les plateaux, que Matata Ponyo n'est pas n'importe qui pour ce pays. Il est vrai que nous sommes égaux devant la loi, mais il est aussi vrai que nous avons droit à des protocoles différents selon que nous servons ou pas la nation. Maître, et dans ce contexte-là, c'est c'est ça même qui appelle la notion des privilèges et des humanités. Et c'est ainsi que dans ces cas-là, il est de notre responsabilité, en tout cas nous en tant que société civile, de porter le cas d'un citoyen qui réclame le respect ou la garantie de ses droits fondamentaux. C'est un cas qui vous concerne. Mais justement, il a bien fait d'écrire, de saisir. Nous faisons le même. De même, nous aussi interpellons les autorités judiciaires de défendre le peuple, de défendre les citoyens face à l'influence politique. Est-ce que vous pouvez encore comprendre aujourd'hui que messieurs comme Ferdinand Kambere, qui est en prison pour l'effet d'une bagarre, vous savez ce que représentent les coups et blessures dans le code pénal? C'est 8 jours de servitude pénale à 6 mois. Et c'est chaque jour que les gens se bagarrent dans la rue. Nous avons vu des bagarres même à la présidence de la République. Mais ceux-là n'ont pas été interpellés. Nous ne voulons pas qu'ils soient interpellés parce que les coups et blessures sont classés dans le code pénal comme des faits bénins au regard du taux de la peine. C'est ainsi que ce traitement-là, puisqu'il a été accordé aux uns, il doit être accordé aux autres. C'est ce qui amène les gens à penser, comme l'a dit quelque part M. Moussa Daloussa, qu'il y a une forme de règlement des comptes. Or, le règlement des comptes met la République en danger. Voilà, merci M. Tchikamba Nawej. On va terminer avec vous. Le temps d'accorder 30 secondes à tous nos invités. 30 secondes seulement. M. Tchikamba, donc le même temps des paroles que les autres pour terminer. Aujourd'hui, Augustin Matata Ponyo, victime des règlements des comptes. Bon, ça, ce sont les propos politiques de Mme Marlette, parce qu'elle a, elle a bien dit que c'est au niveau de la politique. Lui ne Mais préfère moi, je préfère rester dans ce qui est rationnel et compréhensible. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Lorsque l'on dit, cette question, je l'ai posée à Manix tout à l'heure, lorsque l'on dit aucune juridiction de l'ordre judiciaire ne peut juger un ancien président et un ancien Premier ministre, ça veut dire quoi? Sur les faits, bon, en fait, d'abord, je sais que les arrêts de la Cour ne donnent lieu à aucune discussion, sont automatiquement exécutoires. N'est-ce pas? Ils vont les exécuter donc et opposables à toutes les autorités. Les articles 163 et 164 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui fondent la compétence pénale de la Cour constitutionnelle, disent clairement que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les faits
n'est-ce pas, infractionnels qui auraient été commis soit dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et donc, la Cour constitutionnelle, qui a d'ailleurs créé une jurisprudence, constate aujourd'hui que de par sa lecture, n'oubliez pas que la Cour constitutionnelle aussi, c'est la juridiction qui est censée interpréter la Constitution. Exactement. Constate que le rédacteur de la Constitution, donc celui qu'on appelle les constitutions originaires, n'a pas prévu qu'après l'exercice des fonctions, un président de la République ou un Premier ministre soit jugé pour les faits qui ont été commis à l'exercice, donc pendant l'exercice de ses fonctions. Oui. Je suivis avec beaucoup de peine le président du Sénat tenter de provoquer un petit débat là-dessus. Qui n'est pas d'accord. C'était maladroitement un peu parce qu'il s'est rattrapé par la suite pour dire que bon, je ne voudrais pas engager un débat là-dessus, mais allez quand même poser la question à cette juridiction là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais écoutez, ici, cet arrêt a clairement interprété la Constitution, que pour tout ce qui concerne les actes qui ont été produits, qui ont été commis par M. Matata pendant qu'il était Premier ministre, eh bien, on ne peut plus revenir dessus en termes de jugement. Et donc, si vous voulez revenir dessus, allez modifier la Constitution pour pouvoir clarifier clairement qu'on peut juger M. Matata ou bien un autre Premier ministre, ancien Premier ministre, sur des faits qui se sont passés au cours de sa mandature. Alors, je voudrais quand même rappeler ici un élément important. Parce que nous devons, cette émission a aussi une valeur pédagogique, mais aussi une valeur d'interpeller. Exactement. Je reviens pour dire ici qu'il ne faudrait pas donner l'impression que le président de la République est la personne qui a donné les ordres et qu'il faudrait que les autorités judiciaires aillent les supplier pour dire mais il faut quand même libérer ce dossier. Il y a les gens qui pensent comme ça, nous avons, ce raisonnement-là. Ici, nous sommes en face d'un procureur général. Près de la Cour constitutionnelle, moi je peux aller même loin, qui doit être sanctionné. Ah bon? Parce qu'il a présenté un dossier devant une juridiction qui s'est déclarée incompétente. Et puis il a un dossier qui est devant lui, mais qui ne sait pas clôturer, il ne sait pas dire là où il en est avec ce dossier. C'est pourquoi je dis, mais il y a au sommet de l'architecture judiciaire le président de la République, garant de l'état des droits, et que même le Premier ministre Matata Ponyo appelle garant de l'effectivité de l'application des lois du pays. Donc il appartient au président. Le président de la République, qui a fait de l'état des droits son cheval de bataille, doit interpeller le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Si par lui, le président du Conseil de la magistrature doit l'interpeller parce qu'un dossier ne peut pas rester sans aucune classification. D'ailleurs, les doctrinaires en droit, là je rentre maintenant en droit pénal, les doctrinaires pensent que dans l'état actuel du droit congolais, la notion du classement sans suite sacralise bien, met en exergue une certaine insécurité juridique. Parce qu'une personne aujourd'hui comme Matata ne sait pas à quel niveau se trouve son dossier. Il écrit, comme nous les avocats nous le faisons chaque fois, vous écrivez au procureur pour lui dire mais quelle est la suite réservée au dossier de mon client? Il ne veut pas répondre, bon, il vous regarde. Maintenant, vous ne répondez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on commence à se regarder. Vous êtes de l'Union sacrée. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui que les procureurs puissent clôturer ce dossier et honorer les combats de son excellence. On n'aura pas tout épuisé la matière. Donc, on ne va même pas vous donner les derniers mots. Oui. Les derniers mots qu'il faut dire par rapport à ces cas de Matata, contrairement à Claude, moi je pense qu'il faut... 10 secondes. Hein? Oui, 10 secondes. C'est plus un problème politique que judiciaire. Et on sait le voir déjà. La Cour constitutionnelle, les premiers dossiers, on a vu ce qui s'est passé, s'est prononcé déjà être dans l'incapacité de... Même la Cour de cassation. Même la Cour de cassation. Et donc, sur le plan judiciaire, il n'y a rien à les reprocher. Ça, c'est une conséquence des décisions qui existent. Donc, la preuve que c'est un problème politique, je l'ai dit, il n'y a aucun soubassement pour les restreindre à pouvoir faire des mouvements là où il peut les faire. Mais également, il faut signaler que par rapport à la personne de Matata, il a la confiance aux institutions. Le fait de s'être présenté, le fait d'écrire au président de la République, ça prouve à suffisance qu'il pense que là, il peut trouver gain de cause. Et ne pas bénéficier, ne pas avoir une réponse positive, conséquente à ces demandes, ça va prouver ce que nous sommes en train de dire et ce que Claude ne veut pas dire, que ça va affecter négativement l'image du président de la République. Moi, j'ai la chance de vous dire la vérité. Vous, comme politique de l'Union sacrée, vous n'aurez pas ce courage, mais merci. Ça va affecter l'image du président de la République. Et j'ai toujours dit aux amis qui entourent le président de la République et aux collègues de l'IDPS et de l'Union sacrée, ce qui fait tomber les régimes en Afrique. Et ce qui détruit l'image du chef de l'État, c'est la question de violation des droits humains. Donc il faut qu'il fasse attention. C'est dépassé les 10 secondes. Monsieur Manik Soyenda. Moi, je voudrais tout de suite m'adresser au président de la République, au nom de la sacralité de la vie humaine,
au nom de la sacralité du peuple congolais, la sacralité de la Constitution et des surcroît, la sacralité divine, auprès de qui le président de la République a juré de servir loyalement la République, le président de la République, chef de l'État, au nom aussi de la sacralité des vos fonctions en tant que magistrat suprême, s'il vous plaît, Monsieur le Président, rendez justice à Monsieur Matata et l'histoire politique de notre pays vous sera pleinement reconnaissante. Madame Arlette Odia, merci d'être au succès. Merci vraiment de votre invitation. Moi, mon dernier mot, ce sera l'expression d'un regret. Le regret est que la parole du chef de l'État n'est vraiment pas suivie dans ce pays. Pourquoi? Là, on ne sait pas. Je me souviens que le chef de l'État s'est exprimé pour la première fois en congrès dans le discours sur l'état de la nation, où il disait qu'il avait besoin d'un interlocuteur, qu'il avait besoin d'une société civile organisée. Mais il s'est fait aujourd'hui que la société civile n'est pas écoutée. La société civile, son rôle est d'identifier, de répertorier tous ces cas, comme ceux que nous sommes en train de décrier ici. Nous faisons des plaidoyers, nous faisons des communiqués. Il n'y a toujours pas de suite. Et nous voulons que cette fois-là, qu'il y ait une suite. Aujourd'hui, la société civile, elle s'est levée, mais vraiment comme un seul homme, pour exiger, à travers le dossier de Matata Ponyo, justice pour tous les autres compatriotes qui se retrouvent à ce jour dans les conditions de ne pas jouir de leurs droits fondamentaux. Et dans une république où les droits fondamentaux n'est pas respectés, je pense intimement que ça porte malheur au régime et on a besoin que ce régime soit florissant. Non. Allez-y. Je voulais dire effectivement que cette question heurte l'opinion et ceux qui nous dirigent doivent tenir compte de cela. Mais également, il faut remercier le sénateur Matata. Contrairement aux autres qui sont habitués à faire la violence, à mettre des militaires dans la rue, ou ceci, cela, lui, il a recouru au modèle de la société civile de s'adresser au président de la République. Donc ça, il faut saluer. Ouais, mais M. Tshikamba. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, ici, comme je le disais, le président de la République, n'est-ce pas, doit bien entendu, parce qu'en fait, il y a une note, hein, nous devons présenter un bilan à la population, et donc le président de la République doit certainement répondre à la requête du sénateur Matata Ponyo, qui est une requête fondée, comme je l'ai dit. Le président de la République doit certainement prendre des mesures contre ce que nous sommes en train de vivre. Parce que si, là je vais rejoindre en disant, les amis, en disant, si pour un dossier à la Cour constitutionnelle concernant un ancien Premier ministre, on ne veut pas répondre, donc on laisse comme ça, on le regarde, bon, fais ce que tu veux faire. Hein, on va voir maintenant, on ne te répond pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les autres offices des parquets près les tribunaux de grande instance, parquets près la cour d'appel? Et donc moi je pense qu'ici, en tant que magistrat suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République doit interpeller et décanter la situation de ces citoyens qui est en train de réclamer la justice. Merci beaucoup à vous, Claudette Tshikamba Nawej. Merci à Dieudonné Mouchagaloucha, Société Civile, Manixi Yenda, volontaire de la République, et aussi Arlette Odia, c'est du cœur. Et dans une représentation de Floyd Dantoto. Avec plaisir. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.